Bien. Bonjour. 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 Nous allons parler en français, mais pour ceux qui ne comprennent pas le français, vous avez des écouteurs disponibles. Ah, il y en a un qui marche, on l'entend. Donc, bienvenue. Pour ceux qui étaient à la séance hier, 1905, autour du monde à portée de main, de films de voyage, de tourisme, vous avez peut-être vu la performance menée par Julie Linquette. Il s'agissait de bonimenter les films de Méliès. Et donc on s'est dit, plutôt que de faire une longue intro au moment de la séance et de plomber un peu un spectacle, on allait faire une masterclass pour expliquer notre démarche, qui est à la fois spontanée, joyeuse, ludique, amicale, mais qui est basée quand même sur des recherches historiques, fondamentales et solides. Finalement, comme le créateur de Lego, c'était quelqu'un de très très scientifique et très sérieux et qui a inventé des jouets pour que les enfants s'amusent. Donc nous, on a eu la chance de jouer avec les Lego et d'inventer quelque chose. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'ambition de cette notion de boniment, finalement qui est plus ancienne que le cinéma. On trouve ses origines vraiment à l'idée de bonimenter, c'est d'accompagner une projection, c'est d'accompagner une action, c'est aussi de tromper, c'est de distribuer une parole, le temps de faire quelque chose. Par exemple en magie, et ça Robert Houdin l'explique bien, le bonimenteur finalement attire votre attention sur des mots pour pouvoir faire une action et dissimuler un truc. Au cinéma, le bonimenteur aide à voir et à entendre. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre d'aider à voir, mais c'est totalement ça. C'est-à-dire qu'on est quasiment à l'approche, en tout cas nous, notre façon de travailler, c'est un petit peu comme le langage des signes, c'est de se mettre à disposition d'une séance de cinéma, d'aider finalement un sens qui n'était pas forcément... voilà, c'est-à-dire que le boniment n'aide pas seulement l'écoute, il complète la musique, mais il aide à voir aussi ce qui se passe à l'écran et à permettre aux spectateurs d'appréhender un film qui a plus de 100 ans, par exemple. On trouve des bonimenteurs absolument dans le monde entier. Toutes les projections, que ce soit des projections fixes, de lanternes magiques, d'images, le Kamishibai au Japon, avait un bonimenteur. Évidemment, le marionnettiste, le théâtre d'ombre, a son bonimenteur. Si bien que le cinéma n'a rien inventé, il a juste reproduit. Henri Langlois a écrit un livre qui s'appelle 300 ans de cinéma, dans les années 60. Tout ça a été mis en place depuis des décennies et des décennies. Il n'est pas seulement question de croire à un vitrail fixe, comme dans une église. Le cinéma est un art où est convoqué plusieurs sens. Il convoque l'imagination, il convoque le jeu, il convoque la performance, il convoque l'humain. Et moi, j'ai toujours trouvé que le cinéma était beaucoup trop silencieux, même pour les films sonores. Aujourd'hui, on parle d'immersif, de coopératif, et finalement, l'expérience de ces séances, attention, on ne parle pas de séances comme à l'époque, comme à l'ancienne. On tente d'y s'y approcher, mais de toute façon, ce serait impossible. On n'a plus le matériel, on ne sait pas comment c'était fait, il n'y a pas de captation, on ne sait pas si l'écran était un drap, quel tissu. Alors là, on rentre dans la science. Donc si on rentre trop dans la science, finalement, on ne fait plus rien. C'est des discussions que j'ai pu avoir avec Jacques Maltête, qui aime plutôt ce qu'on fait, ça peut étonner, mais finalement, on n'a rien. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment les films étaient projetés, on ne sait pas la qualité de la lumière, on ne sait pas comment réagissait la salle, on ne sait même pas quels étaient les types de sièges quand le cinéma n'existait pas encore. Donc on s'en approche. On sait que c'était un spectacle vivant, que les gens venaient passer un moment, discuter, faire autre chose, bref, pas forcément s'asseoir et croire ce qui était projeté. L'ambition des séances Méliès, alors oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que oui, pour à peu près, si vous vous intéressez au boniment, au benchi, à toutes ces expériences, je vous encourage à lire les écrits de Jacques Maltête, qui est un aïeul de la famille Méliès, ou évidemment André Gaudreau, qui a consacré des ouvrages entiers sur la question du boniment et du conférencier, de la personne qui accompagne par le son l'image projetée.
de façon plus contemporaine, les écrits de Germain Lacasse sont tout à fait aussi intéressants et montrent l'universalité. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance en Europe à dire que le cinéma a été inventé en France, les frères Lumière, etc. Bon, voilà. Là, ça dépasse un peu tout ça. Il est question d'images projetées dans le monde entier et ça fait du bien aussi. On voit par contre une véritable rupture du changement du spectacle cinématographique. Il existe beaucoup de littérature là-dessus aussi. À partir de 1915 à peu près, le cinéma acquiert en autonomie avec l'intégration d'intertitres. On a souvent parlé de cinéma littéraire. Le cinéma va devenir bavard à l'écran. Il va y avoir de plus en plus de textes et de plus en plus de cartons très longs. Les gens savent aussi mieux lire. Et les salles de cinéma deviennent de véritables lieux, comme le musée, deviennent des lieux durs, où on paye un ticket, on a des sièges, ça ne bouge plus, ce n'est plus itinérant, ce n'est plus nomade. Et là, on a un petit peu plus d'archives sur comment étaient organisées ces séances de cinéma. Il y a des distributeurs, des catalogues de films. Méliès, qui est pionnier à plus d'un titre, avait un catalogue de films qui s'appelait La Star Film, a distribué ses propres films. Et dans les archives, il y a un fait étonnant, c'est-à-dire qu'il avait des feuilles volantes destinées aux forains qui lui louaient ses copies de films. Donc, c'était un petit synopsis, mais quelquefois c'était un petit peu plus détaillé. Alors attention, il n'y avait pas forcément d'indication de ton, de musique ou quoi, c'était pas aussi luxueux. Par contre, il y avait quand même des indications de bruitage, notamment des explosions, des artifices, etc., pour venir renforcer. Et puis surtout, comme souvent l'inspiration Méliès, on dit souvent que c'est très Napoléon III, donc vous imaginez qu'aujourd'hui, qui se souvient du style Napoléon III? C'est un peu loin de nous. Mais en tout cas, c'est très Napoléon III, et ça ne parlait pas forcément au peuple. Il était question de contes pour enfants destinés plutôt à la grande bourgeoisie, et donc on ne connaissait pas forcément les personnages. Par exemple, dans La légende de Rip, cette histoire est complètement oubliée. C'est très local parce que c'est un conte qui est plutôt connu aux Pays-Bas et moins qu'en France. Et donc ça permettait une appropriation. Et ça, le local, c'est aussi un point très important du bonimenteur. C'est-à-dire que l'appropriation de ce texte a une fonction de nationaliser, de rendre local selon le lieu et le public auquel vous projetez les images, et donc de rendre encore plus accessible le film que vous êtes en train de projeter. On y reviendra. J'ai eu la chance de rencontrer Madeleine Maltête-Méliès au début des années 2010, au moment où aussi on a commencé à la Cinémathèque une importante campagne de restauration des films de Méliès. En 2013, Céline Vriveau était la directrice des collections films. Il y a eu une révolution à la Cinémathèque, c'est qu'on a commencé à travailler le numérique. Avec tout le balbutiement, on était plutôt en retard, mais c'était pas plus mal parce que les autres se sont aperçus que le HDK n'était pas le futur du cinéma. Et donc nous, on commençait tout juste. Et donc on a pu faire les premiers gestes. Et c'est aussi à un moment, les films de Méliès sont tombés dans le domaine public en 2009. Et je pense que Madeleine Maltête-Méliès, qui était la petite fille de Georges Méliès, avait très envie que la Cinémathèque Méliès, l'invention des spectacles que ce lieu, que cette association familiale avait conçu, perdure et soit accueillie à la Cinémathèque française, qui était aussi une des premières maisons à avoir accueilli les collections, les archives, les films de Georges Méliès. Langlois a passé une grande partie de sa carrière à tenter de reconstruire un catalogue et était très proche de Georges Méliès et Jeanne d'Alcy. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Madeleine, grâce à Laurent Manoni notamment, qui m'a introduit auprès de la famille Méliès. Moi, j'étais juste quelqu'un qui allait au colloque de Cerisy en total anonymat, mais j'étais très friande évidemment des séances Méliès et des films de Méliès. Et j'ai pu parler avec elle de ce qu'elle faisait, parce qu'elle bonimentait les films. J'ai pu la filmer, j'ai pu garder une trace de ce qu'elle faisait et des explications, des trucs. Un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est qu'évidemment, elle s'adaptait en fonction du public. Elle ne faisait pas forcément des séances pour enfants, elle pensait, et ça, moi, ça me parle, de faire des séances accessibles à tout le monde. Il n'est pas question de parler gna gna gna. Il faut arrêter de prendre les enfants pour des débiles. Si c'est bien, ils comprendront et les adultes s'amuseront aussi. Ça, je la cite un peu, mais c'était le sens du discours. Et donc après, à partir de là, on a convenu d'un rendez-vous. Je lui ai apporté une galette des rois, voilà, et au mois de janvier, on avait ce rituel. Et j'ai eu la chance, elle m'a dit, ce sera toi qui feras les séances à la Cinémathèque. Donc c'est quelque chose de très, très
prestigieux pour moi, mais surtout une gageure parce qu'après, il faut rencontrer la famille. Et donc, j'ai rencontré les gens qui faisaient ça depuis 40 ans. Hein. Donc, il y avait Madeleine, il y avait Laurence Le Hérissé, Marie-Hélène Le Hérissé, qui possède vraiment le catalogue et la séance. Et on a commencé à travailler avec Jacques Maltête, qui a consacré une bonne partie aussi de sa carrière d'historien sur cette question d'accompagnement et de conférence. Et donc, il a mis en forme les notes. Donc, Jacques est la porte d'entrée quand on veut faire une séance bonimentée. Donc, on a reçu les premières feuilles, qui sont des petits résumés, qui sont très rigides, très froids, absolument pas des textes à mettre en scène. On a proposé une série de spectacles, de séances spectaculaires, donc c'est un peu plus que des ciné-concerts. L'idée, c'est de reproduire un spectacle cinématographique qui soit le plus sonore possible, avec du boniment, du bruitage et de la musique. Et idéalement, parce que les films de Méliès ont tendance à se manger les uns entre les autres, de faire une causerie, de faire une rupture au milieu de la séance et un dialogue autour du thème choisi. Les 4 thèmes de ces séances spectaculaires étaient la nuit inventée, parce que le cinéma des premiers temps a véritablement inventé la nuit au cinéma. C'est la période aussi où l'électricité est inventée, donc c'est un sujet intéressant. Belzébuth, parce que le diable hante tous les films de Méliès ou presque. Le monde à portée de la main, autour du voyage, des expériences scientifiques, mais aussi, et celle qui reste à faire, les petites femmes de Méliès, parce que la question de la féminité, de la représentation de la femme, le cinéma n'existe pas encore, qui commence déjà à les déconstruire. Donc ça, c'est une séance à venir. Tout ça s'est fait à la faveur de l'ouverture du musée Méliès à la Cinémathèque française en 2020-2021. Si vous venez à Paris, je vous encourage à le visiter, c'est tout simplement merveilleux. Et donc, il me fallait trouver une voix pour interpréter. Et c'est là que je vais vous parler de Julie Linquette et qu'elle va se présenter. Je suis allée la voir au théâtre, où elle présentait un spectacle tout à fait remarquable entre le théâtre d'ombre et la séance de tarot. Il faut vous imaginer qu'il y avait des cartes de tarot en théâtre d'ombre gigantesques derrière elle. Elle travaillait au rétroprojecteur, ce qui moi me parle aussi puisque c'est un de mes instruments préférés, qui apportait une qualité analogue et elle réussissait à faire de la magie avec des appareils très simples et sa voix. C'est-à-dire que j'ai tout de suite repéré en Julie un panache, une gouaille, une façon de parler. On aurait dit qu'on l'avait sorti d'une petite boîte de 1900. On avait travaillé sur cette question-là il y a quelques années avec des rouleaux de cire. Il y a aussi des archives, ça ce serait l'objet d'une autre conférence, mais si vous vous intéressez au son de 1900, il y a sur la phonobase, vous pouvez avoir un peu une idée des accents, une idée de la voix de cette époque-là. Et en tout cas, bim, Julie, c'était évident. J'ai pris un cours de théâtre d'ombre avec elle, et je lui ai fait ma proposition. Il s'agissait aussi de la convier, de la faire un tout petit peu changer de chemin. Julie est marionnettiste, et donc de l'amener vers la séance de cinéma. Et donc maintenant, je commence. Julie, qui es-tu ? Bonjour tout le monde. Donc, comme m'a dit Émilie, je te remercie beaucoup de tout ce travail incroyable. Donc moi je viens de la marionnette, du spectacle vivant, avec cette spécificité de travailler surtout dans la rue, parce que j'ai grandi dans une famille où on travaillait dans la rue, famille de forains, et j'ai fait tout un parcours pour apprendre à faire du spectacle, du grand spectacle, du noble spectacle, et puis finalement je suis revenu à la rue en me rendant compte que c'était ça la noblesse du spectacle. Et donc oui, j'ai fait ce spectacle sur les tarots parce que ma mère est cartomancienne et je voulais essayer d'amener les tarots au théâtre. Et ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois aussi, quand elle est venue me voir en 2019, pour la première fois de mon parcours, j'assumais le fait de ne pas écrire un texte. Et donc de sortir un petit peu des cours qu'on m'avait donnés, de la dramaturgie, de toutes ces choses-là qui sont un peu rigides. Et
Et donc j'introduisais ce spectacle en disant, juste par une longue périphrase, en disant, écoutez, si j'apprends un texte, je risque de me tromper dedans, je vais pas avoir la bonne intention, je vais avoir l'heure de réciter un texte, alors que là, en fait, on va tirer des cartes et je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Donc assumons le fait de rebondir en direct sur ce qui va se passer, et puis de toute façon, j'ai suffisamment de choses à vous dire que j'ai envie de vous dire pour ne pas devoir écrire et m'enfermer dans l'écriture d'un texte. Et en fait, je disais toute cette phrase, c'était un peu long quand même comme introduction dans mon spectacle, et Émilie est venue et m'a résumé ça avec un mot. Elle m'a dit, mais en fait, tu fais du boniment. Et donc j'étais un peu comme Monsieur Jourdain dans Molière, quand il va lui dire, mais en fait, Monsieur Jourdain, vous faites de la prose. Et alors j'étais très fière de me dire, mais quoi, je fais du boniment, c'est génial. Donc ça m'a résolu quand même un grand problème, parce que c'est vrai que c'est toujours bien quand même de mettre un mot sur ce qu'on fait, quoi, et puis de savoir qu'il y a un concept en fait qui existe déjà, et qu'on n'est pas tout seul en fait. Et donc, et moi j'étais très loin du cinéma, même si j'avais déjà entendu un peu parler de Méliès par rapport au théâtre d'ombre, parce que je travaillais spécifiquement le théâtre d'ombre, mais j'avais travaillé aussi le théâtre de Gênes, le Polichinelle, Pulcinella, et Burattini et tout ça. Et puis petit à petit, je suis arrivé à l'ombre parce qu'en fin de compte, tout vient du dessin, quoi. Dans l'enfance, j'ai passé mon enfance à dessiner parce que on n'avait rien, quoi. On avait rien pour faire de l'art, quoi. Alors une feuille, un papier. Et en fait, je dessinais sur les feuilles dans lesquelles on met les frites. Parce que mes parents vendaient des frites. Et donc, c'est le dessin, quoi. Et je suis arrivée au théâtre d'ombre par le dessin. Et puis après, on a commencé à me parler de Lanterne Magique, on a commencé à me parler de pré-cinéma. Et donc, j'avais quand même visité le musée à Turin du pré-cinéma un jour que j'étais en tournée comme ça. Et j'ai dit, mais oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose. Et en tout cas, j'arrivais un peu au cinéma comme une illettrée du cinéma. Voilà, totalement vierge, en fait. Et ce que je pensais au départ, peut-être que ce serait un handicap, au final, ça s'est révélé comme une force. Parce que, en fin de compte, alors moi, pour vous remettre un peu le contexte, comme j'ai grandi en caravane, on n'avait pas du tout l'usage dans notre famille d'aller au cinéma. C'est vraiment quelque chose qui était très loin de nous. La télé, c'est arrivé un peu tard aussi dans les caravanes. Je pense que j'ai eu la télé vers l'âge de 10 ans. Donc c'est quelque chose qui est arrivé vraiment après. Je n'ai pas grandi tout de suite avec ça. Je suis allé voir mon premier film au cinéma, j'avais 15 ans. C'était Jurassic Park. Et j'ai pris un choc parce que, en fait, quand on n'est pas du tout habitué à ça et qu'on arrive dans une salle de cinéma avec le surround qui arrivait à l'époque, qui était tout nouveau, en fait, j'ai eu très très peur et je me suis fait un lumbago. Et je suis sorti du cinéma en ayant vraiment super mal au dos et en me disant, mais c'est quoi cette torture, quoi? Parce que, en fait, c'est trop violent. Pour moi, j'ai vécu quelque chose de violent. Et donc, j'y suis pas retourné tout de suite. Ça m'a mis du temps à ce que je me mette à regarder des films, en fait. Et donc, je n'avais absolument aucune culture cinématographique et je m'en sortais toujours un petit peu avec les gens autour de moi en disant, de toute façon, on ne peut pas tout faire. Moi, j'essaye déjà d'étudier le théâtre, la marionnette, donc à un moment donné, j'ai fait l'impasse sur le cinéma. J'essaie de m'en sortir comme ça. Mais c'est vrai qu'après, avec le temps qui passe, on se trouve un petit peu démuni, surtout quand quelqu'un de la Cinémathèque française vient vous voir et vient vous dire « Mais tu devrais faire ça dans la salle Langlois devant 500 personnes à Paris. » Donc là, je me suis retrouvé un petit peu en panique. Et mais moins que quand tu as rencontré Jacques Mathette. Voilà, alors du coup, après, oui, en plus, il y avait l'enjeu sur la famille. Il fallait convaincre aussi la famille, donc ça faisait beaucoup de choses quand même, beaucoup de strates. Faut dire aussi que je viens pas de Paris, hein, je viens de petits villages, moi je viens de la frontière belge, donc tout ça, ça faisait quand même beaucoup de choses. Et au final, je me suis rendu compte que c'était une force parce que quelque part, j'abordais un petit peu les films de Méliès comme quelqu'un de 1900, en fait, qui n'a pas de culture cinématographique. Donc je les abordais avec ce regard de grande candeur et de grande
pureté, quoi, vierge, quoi, virginité totale du cinéma. Et d'un coup, je ressentais aussi beaucoup les liens avec le théâtre, avec, en tout cas, le théâtre forain, et ces techniques si particulières qu'on a dans le théâtre forain d'attraper les gens, d'aller les chercher, parce que dans la rue, les gens sont libres en fait de venir, de s'en aller, et donc l'enjeu c'est de les maintenir, c'est de les garder. Donc on doit développer tout un savoir-faire, et c'est pareil par exemple pour mes parents qui vendaient des frites, quoi. C'est exactement pareil. Et il fallait attirer des gens devant le stand de frites, parce que plus il y a de gens qui sont là, plus il y a de gens qui viennent, plus il y a de gens qui viennent, plus il y a encore des gens qui viennent, et évidemment plus on gagne d'argent. Je vais pas vous mentir. C'est aussi une affaire de gagner sa vie, gagner sa croûte. Et c'est un peu au jour le jour, cette histoire-là. Donc, il faut vraiment faire ce travail au jour le jour, de garder les gens. Et pour ça, au final, je me suis rendu compte que mes vrais professeurs, au final, ça a été ma famille, qui n'ont pas fait d'études, qui n'ont presque pas été à l'école, mais au final, qui ont le vrai savoir-faire. Et donc, j'ai récupéré aussi ce savoir-faire, en faisant les tarots, et puis voilà, en arrivant à Méliès, et voilà. Et alors un savoir-faire aussi que j'avais, on va dire, de manière naturelle, et dont je me rendais absolument pas compte que ça pouvait être un atout, c'est que quand on voyageait, nous, on voyageait beaucoup autour des frontières, donc France, Belgique, Hollande, Allemagne, Luxembourg. C'était un peu notre tour. Et alors, tout le truc, c'est de prendre l'accent, parce qu'il y a beaucoup de dialectes et de parler différents, et même à l'intérieur d'une même langue, il y a des accents. Et ça va très vite, on va dire, d'un petit territoire à l'autre, mais c'est un peu comme chez vous en Italie. Vous voyez, quelqu'un de Reggio Emilia va pas du tout parler comme quelqu'un de Salento, qui va pas du tout parler comme quelqu'un du Veneto. Et donc, le but, c'est d'essayer de choper l'accent et de choper des petites choses des phrases, du phrasé des gens, pour donner l'illusion aux gens qu'on n'est pas des étrangers et qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Donc tout le but, c'est d'être un étranger en faisant croire qu'on est d'ici. Voilà, donc d'amener des choses d'ailleurs, d'amener quelque chose d'exceptionnel dans le quotidien des gens, parce que les fêtes foraines, les fêtes patronales, c'est ça. Les fêtes de village, les foires, c'est changer le quotidien des gens avec un événement exceptionnel. Donc les gens d'ici savent très bien qu'on n'est pas de là, mais pour les rassurer dans leur méfiance vis-à-vis de l'étranger, c'est de les convaincre par le parler qu'en fait on les connaît très bien, qu'en fait on est de la famille, que t'inquiète pas, on se connaît, tous les ans on se voit et tout ça. Et donc c'est des liens aussi qui se créent au café, qui se créent en buvant un verre, en mangeant des frites. Et alors les gens nous apprennent des choses de leur langue. Et alors je voyais toujours ma mère qui notait des petits mots, qui notait alors tel village, il faut dire ça. Et puis aussi apprendre les noms des gens, les noms des familles qui sont là. Parce que quand on passe, ah mais oui, je connais machin, j'ai fait, oh là là, mais j'ai fait les 400 coups avec lui, je connais très bien. Alors même qu'on l'a vu qu'une fois, quoi. Donc c'est tout un travail au long cours comme ça d'adaptation. Et je me suis rendu compte en faisant les boniments. Donc j'avais cette aptitude. J'adorais choper les accents, j'adorais apprendre les dialectes. Et aussi c'est tout un truc de caméléon, c'est-à-dire on se cale sur les fréquences vocales, sonores des gens. Alors parfois il faut que notre voix passe au-dessus et parfois il faut qu'on se fonde dedans. Et tout ça, en fait, c'était des qualités, des aptitudes inconscientes, dont j'avais pas du tout conscience que je les avais développées, ou qu'en tout cas, c'était quelque chose que tout le monde n'avait pas. Et donc, c'est un petit trésor qu'elle m'a fait découvrir que j'avais à l'intérieur de moi. Mais je le savais pas. Donc, c'est une chasseuse de trésors, attention. Mais la définition, en tout cas en français, bonimenté, ça vient de bonir, c'est de l'argot, qui veut dire raconter des bonnes histoires. Et donc le bonimenteur, il ment un petit peu, il ment à moitié en fait. Il raconte quand même quelque chose de vrai qui passe,
Enfin, plus c'est gros, plus ça passe, hein, vous connaissez l'expression, mais il raconte quelque chose un peu de vrai et il ment un petit peu pour créer une illusion. Et là, on est en plein dedans. Hein. Il ment bien, en fait, c'est mentir bien, et c'est mentir pour le bien de l'autre aussi, pour son bien. Parce que ça va lui faire du bien de manger des frites, tu comprends, avec de la mayonnaise. Alors, il faut qu'on te persuade que les frites sont très bonnes, que non, tu vas pas grossir, c'est pas grave, ça va être bon. Bon, je prends la métaphore culinaire, je sais aussi que vous, les Italiens, vous savez très bien l'importance de bien manger. Et je me suis rendu compte, bon, ça n'a peut-être rien à voir, hein, mais l'étymologie du mot comédie, la comédie, c'est comer, hein, c'est manger. Parce qu'en fin de compte, quand on bonimente, on donne à manger aux gens, on les nourrit. Bien sûr. Donc c'est pour ça que c'est pour le bien d'eux. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes études de marionnette? Parce que la marionnette, quand il s'agit de porter pratiquement 10 kilos à bout de bras, de faire croire qu'il y a plusieurs personnages sur scène, de faire rire, de faire peur, là aussi il y a une pauvreté des moyens où il faut faire beaucoup. Ben oui, c'est l'art pauvre, l'arte povera par excellence. Moi, je crois que ça vient d'une nécessité économique à la base. Hein. Il y a, par exemple, la Commedia dell'arte, il y a plein de personnages. Et puis, une seule personne peut interpréter plusieurs personnages. Mais si on veut faire un spectacle complet, il faut être beaucoup, quoi. Et donc, comme c'était une petite économie de gens ambulants qui tournaient de village en village, c'était une économie familiale. Et alors, dans une famille, on est quoi? On est 4, 5, 6, maximum 10. Et alors, il y a les tout petits, il y a la grand-mère, il y a le grand-père qui peuvent plus monter sur scène et tout. Donc, au final, ça réduit quand même les possibilités. Alors, quand on fait des marionnettes, là, une seule personne peut faire 10 personnages. Peut les interchanger. Alors, le polichinelle, il y a toujours 2 personnages en scène, parce que le marionnettiste, il a 2 mains. Mais au moins, on peut enchaîner les scènes avec à chaque fois un personnage qui sort, un autre qui rentre. Et celui-là sort et un autre rentre. Et donc, on peut enchaîner comme ça. Et puis, il y a ce qu'on appelle, en dehors du castellet, du teatrino, en dehors, il y a la spalla, qu'on appelle l'épaule. Alors ça, c'est tout un truc de forain, et on en parlait hier avec Colline Serrault, parce qu'en fait, les gens qui sont sur scène, ils font aussi les ouvreurs, et ils font aussi la caisse pour les billets et tout ça. Donc il faut tout gérer. Et donc il faut celui qui fait les mains, qui fait le jeu, et l'épaule qui est en dehors du théâtre, qui lui peut faire les allers-retours dans le public pour passer le chapeau, placer quelqu'un ici, à cet endroit-là, parce que là, ça va se créer. Et donc faire la gestion aussi du public. Donc moi, je pense qu'il y a une nécessité économique de base, donc une contrainte, mais de la contrainte naît la créativité. Et moi, je suis persuadé que de toute façon, il n'y a pas de créativité sans contrainte, quoi. Et il n'y a pas de génie, même de génie créatif, sans une grosse contrainte au départ. Donc on fait contre mauvaise fortune, bon gré. Vous connaissez ce proverbe, faire contre mauvaise fortune, bon gré. Donc d'une situation un peu merdique, quoi, on en fait de l'or. Voilà, c'est de l'alchimie quelque part. Nous sommes des alchimistes. La Cinémathèque française, c'est un miracle permanent, c'est Langlois qui le dit et c'est vrai. Ouais. C'est ça, c'est ça. Un peu ça. Et encore, c'est une institution, imagine, encore, quand tu n'es pas une institution. Donc, moi, j'ai étudié ça, bon, il s'est trouvé que j'ai grandi en grande partie autour d'une ville en France qui s'appelle Charleville-Mézières, et que on allait faire tous les 3 ans ce festival, qui est un grand festival mondial de théâtre de marionnettes. Et mes parents vendaient des frites là-bas, et du coup, étant gamine, j'étais sur le trottoir comme ça devant la baraque à frites, et j'ai rencontré tout de suite des marionnettistes, et tout de suite ce monde-là m'a fasciné. Et donc je suis venu à la marionnette comme ça. C'est un hasard géographique, on va dire. Mais tous mes cousins et cousines ne sont pas devenus marionnettistes, tous mes frères et sœurs ne sont pas devenus marionnettistes. J'ai eu une attirance, j'ai eu un flash comme un coup de foudre pour ça. Et là-dedans, j'aurais pu choisir une voie très institutionnelle, de marionnette contemporaine, avec des projections vidéo spatiales, des choses comme ça. Mais non, j'ai préféré choisir une voie d'art pauvre, parce que ça me correspondait beaucoup plus.
Et le polichinelle, par exemple, c'est quelques bouts de tissu, quelques bouts de bois. C'est très facile à monter. Avec pas beaucoup d'argent, on peut faire déjà beaucoup de choses. En plus, la vraie richesse de ça, c'est la tradition qui nous arrive de plusieurs siècles. Et avec la tradition des canevas, des histoires, de tous les personnages, qui sont assez similaires au final aux personnages qu'on retrouve chez Méliès, parce qu'il y a toujours un petit diablotin dans l'histoire, il y a toujours la mort, et il y a toujours le héros qui est un poveraccio, qui est un peu le clochard de service, et il y a toujours la fille qui est très belle et qui est inaccessible, et il y a toujours le roi, il y a toujours le méchant. Enfin, en fin de compte, le cinéma a repris simplement ces archétypes. Ce sont des archétypes, d'ailleurs, qui sont les mêmes archétypes qu'on retrouve dans les tarots. Si vous prenez les personnages des tarots, ce sont les mêmes. Il y a la mort, il y a le roi, il y a la reine, il y a le clochard qui est le matto, il y a le battleur qui est celui qui va jouer. Donc, au final, tout ça n'est qu'un grand tout de l'humanité, une grande histoire de l'humanité avec des archétypes. Et on se raconte des histoires grâce toujours à ces mêmes personnages et à des structures d'histoire où il y a forcément à un moment donné un départ, un nœud, un problème, une résolution du problème avec une pirouette. Voilà. Ouais. Et au final, je pense que dans le cinéma, même sur des films assez poussés, on retrouve toujours ces mêmes structures et ces mêmes archétypes, même s'ils sont parfois inconscients et cachés, quoi. Est-ce qu'on évoque la méthode? C'est-à-dire que pour les séances qu'on prépare ensemble, il y a un premier choix qui est de programmer les films, de les assembler autour d'un concept. Nous, on a choisi le thème, mais ça peut être tout à fait autre chose. Ça peut être une année, comme ici, 1905. Ça peut être des axes différents, mais l'idée, c'est d'associer des films ensemble. Nous, la méthode, donc il faut vous imaginer qu'il y a 3 pistes sonores sur les séances spectaculaires Méliès. Il y a de la musique, bien entendu, souvent du piano, donc du boniment, mais aussi du follet. Le follet, alors là, on a des tout petits instruments. Le follet est un art qui est enseigné. Par exemple, les performeurs avec qui on travaille sont diplômés du FAMU, qui est les fameuses écoles de Prague, hein, donc autour du son et du bruitage sonore. Mais on a des petits instruments comme ça. Et donc, c'est une piste à 3. Voilà, c'est une piste à 3 sons. C'est très technologique. Et on commence toujours. C'est un investissement énorme. On est à super high-tech. Ça commence toujours par un brief, quand même, que je fais, hein, pour resituer historiquement les films, donner un maximum d'informations pour éviter absolument tout contresens. Marquer aussi les points importants des films, le fait justement spectaculaire, la prouesse, l'invention, voilà, décortiquer le film ensemble. Et pour marquer aussi une ambiance, c'est-à-dire que je fais toute un espèce de keynote que je confie, qui n'est pas du tout directoire, hein, qui est vraiment une espèce de matière à penser, pour que tout le monde reparte avec un peu le même petit bagage. Chacun travaille de son côté. Donc Laurence Le Hérissé, qui accompagne la musique, souvent a beaucoup plus d'expérience que nous, et lui, il a été convenu qu'il serait comme cette table velours, c'est-à-dire qu'il accompagne, il est là pour mettre, bien disposer les éléments qui vont se rajouter. La partie la plus écrite, finalement, c'est celle du bruitage, qui est au millimètre près, vraiment. Et puis Julie, qui fait son texte et qui s'adapte. Et donc tout ce petit monde travaille après de cœur. Hein. On fait à peu près, comme on est tous dans des endroits, des pays différents. Les follets sont lituaniens, le pianiste est parisien, Julie est à Charleville. Donc on fait beaucoup de visio. On en fait à peu près 3 et 4, entre 3 et 4. Et après, on fait une répétition générale pour se voir tous ensemble. Donc c'est un gros boulot. Mais Julie, j'aimerais te poser la question de savoir, toi, comment, brièvement, tu travailles quand tu reçois une feuille de Jacques. On n'organise pas forcément de rencontre avec Jacques, il nous fait confiance désormais, et il nous transmet les feuilles. Et après ? Alors généralement, je reçois ce texte qui est assez didactique, mais qui est clair quand même, ce qui se passe à l'écran, qui donne des indications précises, mais qui semble un peu daté quand même, parce que c'est des textes qui ont été écrits à partir des notes de Méliès. Donc j'ai envie de dire, à chaque fois, il y a une 50aine d'années entre deux, quoi. Hein. Peut-être de Méliès à Jacques, il y a une 50aine d'années, et de Jacques à moi, il y a une 50aine d'années. Donc il faut faire ce step de 50 ans, il faut lui faire passer la porte du temps.
Et alors je regarde le film et puis à partir du texte, je n'écris pas tout de suite, mais j'essaye de me mettre en bouche des phrases, des débuts de phrases, j'essaye de trouver aussi du rythme, de la musicalité, de voir par exemple, il y a des voix narrateurs qui sont neutres, où on va parler comme ça, très bien. Et puis peut-être des voix plus journalistiques, plus de narration journalistique de l'époque, en mode actualité française, quoi. Les actualités françaises. Alors après, ce sont des voix, c'est comme des petits personnages qui sont à l'intérieur de moi, qui d'un coup se réveillent. Je ne sais pas d'où ils sont, ces personnages-là. On pourrait aussi, voilà, il y a les voix des années 40-50 des actualités, mais aujourd'hui, si on prend un journal télévisé, il y a un phrasé, il y a un mode de dire les choses, de faire tomber les phrases. Alors, donc il faut aussi choper des choses comme ça. Donc ça, c'est tout ce qui va être neutre, on va dire, vraiment raconter ce qui se passe à l'écran. Et après, il y a les voix des personnages qui s'ajoutent là-dedans et voir à quel moment c'est opportun de leur donner une voix, à quel moment ça fait pas sens de forcément leur donner une voix. Donc j'essaye de faire un mix de tout ça. En respectant un maximum, en tout cas, l'origine de tout ça. J'essaye de pas tout non plus balayer, mais il y a des petites choses que j'aime bien balayer quand même, parfois. Exemple, un film comme La Fée Carabosse, où on a typiquement le chevalier courageux qui va sauver la princesse complètement passive. Bon, j'essaye de le retourner, quoi. Donc je fais le chevalier un peu nigaud, qui va sauver la princesse qui l'attend comme ça et qui est un peu plus, quoi. Donc et Carabosse est plutôt sympa. Et j'essaye de faire de la fée Carabosse, qui est normalement la méchante sorcière, d'en faire bah oui, la sorcière, oui, mais qui a conscience que en fait c'est elle qui mène le jeu, quoi. Donc on essaye d'amener aussi des niveaux de lecture différents qui correspondent à notre regard de civilisation aujourd'hui, évidemment, à ma propre sensibilité aussi, hein. Je dois dire, je ne peux pas exclure mon propre être sensible, politique et social que je suis. Donc, parce qu'il faut que je m'approprie les choses, il faut que je me sente bien dedans. Je ne vais pas dire quelque chose dans lequel je ne crois pas, en fait, dans lequel mes convictions ne seraient pas en phase. Donc ça, c'est très important pour moi. Et donc, tout ça, c'est pareil, hein, c'est une espèce de salade, en fait, qu'on compose petit à petit. Et après, je fais goûter tout ça à Émilie, qui me dit non, là, il y a un petit peu trop de sel. Là, c'est trop piquant, on va retirer un petit peu de piment. Et parce que c'est important aussi d'avoir un regard extérieur, parce que moi, quand on travaille seul, chez soi, et en plus face à un film qui est muet, là, parce qu'il n'y a pas encore les bruitages, il n'y a pas encore le piano, on a tendance à vouloir en rajouter un peu. Puis je dois dire que je suis une personne qui a tendance à en rajouter un petit peu déjà de base. Donc voilà, le côté excessif, il faut de temps en temps le gommer, et c'est très très bien donc d'avoir un regard extérieur comme Émilie. Et aussi, c'est une maturité aussi qui s'acquiert au fil du temps, parce que je pense que j'aurais pas pu faire ça quand j'avais 20 ans. J'aurais pas accepté qu'on me gomme des choses comme ça. Maintenant, je l'accepte beaucoup plus facilement et j'en vois le bénéfice aussi. Donc, on fait des allers-retours et là, elle me dit, bon, là, c'est trop. Voilà. Et puis, parfois, j'ai fait des propositions carrément osées. Alors parfois je colle vraiment au sens initial, parfois c'est un mix, on va transformer un petit peu des choses, et puis parfois je dérape complètement. Typiquement ce soir, si vous voulez venir au cinéma Cervi, donc c'est une séance qui est un peu dédiée aux enfants, où il y a ce film Chien jouant à la balle, donc où on voit pendant 2 minutes 40 un chien qui passe la balle à un homme, quoi. Et donc ils s'échangent un ballon comme ça, et alors faire juste le waf et tchac, waf et tchac pendant 2 minutes 30, c'est quand même très très chiant, quoi. Donc là j'ai pris le parti, j'ai été voir un peu les commentateurs de football italiens, quoi, et je fais comme si c'était un match de foot et je le commente comme s'il s'agissait d'un match de foot avec un commentateur complètement hystérique, avec le chien qui met des buts, avec le maître du chien qui tombe,
Et du coup, ça devient complètement autre chose. Et je pense que Méliès n'aurait pas pu prévoir qu'un jour quelqu'un fasse ça. Bon, même si c'est là, en l'occurrence, c'est pas un film de Méliès, mais en tout cas, c'est un film de 1905 et on n'aurait pas pu prévoir qu'il y aurait ce genre de commentaires là-dessus. Mais je pense que ça joue aussi pour nous aujourd'hui, parce qu'on peut avoir le recul de se dire, d'avoir tous ces niveaux de lecture en fait. Et même un enfant, je pense, peut avoir l'ironie de savoir très bien faire la part des choses entre le fait qu'il s'agit d'un film très ancien sur lequel on va coller quelque chose de moderne, juste pour le décalage ironique et pour le décalage rigolo de ça, quoi. On peut jouer aussi avec ça, on peut s'amuser. Et d'un coup, ça lui donne un relief, parce que là, d'un coup, je hurle pendant ce truc-là. Et d'un coup, le film prend du rythme. Et c'est ça aussi le but, je pense, hein, c'est de rendre l'hommage aussi au rythme du film et à son originalité. Et sur ce qu'on s'est dit au début, sur la donner une couleur locale, nationaliser un petit peu la séance, est-ce que tu peux dire 2 mots, et après on va voir ce que ça donne, mais ouais. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur justement comment tu as travaillé le raid Paris-Monte Carlo en 2 heures? Voilà, alors le raid, il se trouve qu'on l'avait déjà fait à Paris, donc on l'avait fait en français, donc j'avais déjà toute la couche française, on va dire. Et donc il s'agit le personnage principal, c'est le roi des Belges, qui était connu à l'époque pour fabriquer des voitures automobiles dans son garage. Hein. C'était une époque où il n'y avait pas encore d'industrie automobile à proprement parler, chacun bricolait des trucs. Donc il était connu pour faire des espèces de rallyes et faire beaucoup d'accidents. Donc Méliès a fait un film que j'ai introduit en disant que c'est une sorte d'ancêtre de Fast and Furious, parce que c'est le premier film de course-poursuite en voiture, quelque part, de l'histoire du cinéma, si je ne me trompe. Je pense que là, pour le coup... Il est un peu pionnier. Moi, je suis toujours c'est un pionnier. Oui, le premier peut-être pas. En tout cas, sur les expéditions automobiles, et à s'en moquer, et à se moquer du tourisme aussi, et de cette frénésie. Et, bon, Léopold II, effectivement, il était connu, c'est son côté sympathique, hein, les accidents de voiture. C'est quand même un roi sanguinaire, colonisateur, voilà, qui a décimé un nombre de personnes incroyables au Congo. Donc Méliès a déjà ce regard acerbe. C'est quelqu'un, Méliès, qui a été par contre pionnier à reconstituer des actualités. Donc là, c'est un film comique qui parle quand même d'un contexte contemporain, actuel, satirique. Donc il y a effectivement du cynisme, il y a de la drôlerie, et en même temps, il y a l'invention de l'automobile à grande vitesse. Là, on a été à la Cinémathèque contacté par un documentariste qui travaillait sur l'histoire de Mercedes et qui voulait intégrer des images de ce film. Voilà, donc c'est aussi une valeur historique de la période. Mais là, sur la partie bonimentée, on voulait absolument garder quand même l'idée de rappeler que c'était Léopold II. Et donc, vous allez entendre que Julie arrive à faire l'accent belge en italien. Voilà, ce qui est vraiment un grand plaisir pour moi, parce que donc ma mère est belge. Si je me laisse aller à parler un petit peu comme à la maison, je peux choper assez vite l'accent belge. Et en fait, tout mon travail de spectacle, ça a été d'essayer de perdre cet accent belge, d'essayer de noyer un peu le poisson pour pouvoir passer dans des festivals plus importants. Et donc il a fallu que je gomme cet accent belge, mais il y a toujours des petits résidus quand même d'accent. On a beau faire à un moment donné, même si on est très très doué, il y a toujours des résidus. Et alors c'était toujours des petites piques, vous voyez ce genre de petites piques qu'on vous fait quand vous êtes dans un grand théâtre ou dans une situation un petit peu guindée comme ça, et on vous dit « Ah oui, mais pourquoi tu dis il faut fuir ?» Il ne faut pas dire il faut fuir, il faut dire il faut fuir. Voilà, donc on faisait toujours des petites remarques comme ça pour bien me montrer que quand même j'étais pas d'ici. Et bon, après on peut bloquer dessus ou pas, et moi pendant des années je bloquais un peu dessus, j'avoue, ça c'est mes petits tocs à moi. C'est pas grave en soi, hein, mais alors du coup j'ai trouvé ça génial que là, pour le coup, j'ai le droit de faire l'accent belge. Et il faut le faire. Et alors j'en rajoute des tonnes, j'avoue, là je charge en accent belge. Et donc je l'avais fait en France avec l'accent belge. Alors les Français connaissent très bien l'accent belge, parce qu'à chaque fois qu'un Français veut raconter une histoire drôle, il prend l'accent belge, il le fait très très mal d'ailleurs. Et on se moque beaucoup des Belges chez les Français. Guy, si tu es là, on se comprend.
Et donc c'est vraiment comme une sorte de mépris un peu, hein, de mépris, bon, et mépris gentil, d'accord, ça peut être aussi. Mais parfois c'est un peu lourd. Parfois on aimerait bien qu'on prenne d'autres nationalités pour faire des blagues comme ça. Les Allemands par exemple. Les Allemands par exemple, oui, on fait pas trop de blagues sur les Allemands, on fait attention. On voit ce que ça donne ? Et on voit ce que ça donne, et donc c'était un défi là, pour terminer, c'était un défi de le faire en italien, parce qu'il voilà, dans une autre langue. Et donc voilà, vous allez voir l'extrait, il ne va pas être traduit, l'extrait, vous n'allez pas avoir la traduction dans les oreilles. C'est voulu, c'est pour que vous puissiez vous concentrer sur les mots, sur la musicalité des mots. En tout cas, l'histoire, vite fait comme ça, vous allez voir la scène. À un moment donné, ils font le plein d'huile, alors ils renversent de l'huile, et c'est l'huile des frites, ne t'inquiète pas, et puis après, ils renversent un policier, et il faut le regonfler. Bon, je fais des blagues, au lieu de dire que c'est une pompe à air, je dis que c'est une pompe à bière, parce qu'évidemment, en Belgique, on n'a que des pompes à bière. Et voilà, donc il y a toute cette petite blague-là, je le dis pour les anglophones, pour avoir tout de suite ces petites subtilités-là, mais vous n'allez pas avoir la traduction, vous allez la voir en direct. Ouais, tu l'as. Ça va aller, ça va aller. Attends, je vais faire comme ça. Voilà. Allora, il Ride automobilistico Parigi-Monte Carlo 1905. Questo film satirico, specie di antenato di Fast and Furious, fu commissionato a Méliès dal regista del cabaret Folies Bergère, Victor de Cotens. Il protagonista principale è il re del Belgio, Leopoldo II, famoso all'epoca per i suoi incidenti di automobili. Parigi, piazza dell'Opera. La polizia fa fatica a contenere tutti gli spettatori accorsi oggi per assistere alla partenza del Ride Parigi-Monte Carlo. Arriva Leopoldo II, re del Belgio, accompagnato dal suo autista. Sono a bordo di una macchina da corsa costruita in Belgio. Prima dell'inizio della gara salutano i notabili parigini e le personalità del mondo dello spettacolo che sfilano in gran numero per incoraggiarli e anche per mostrarsi. Arriva il gigante Antonich del grande cabaret delle Folies Bergère e il suo nano aiutante, opportunamente chiamato il Piccolo Piccia. Dovete sapere, signori e signore, che queste persone erano grandi celebrità a Parigi, anche se ormai tutti li hanno dimenticati. Avanti, indietro, spostatevi. Allora, adesso si parte. Ciao. Prima di mettersi in viaggio, una sosta d'obbligo all'officina, dove il benzinaio e i meccanici sono stupiti di ricevere la visita dell'automobile. Ma non sarebbe mica il re del Belgio? Ma dai! Signori, riempite il serbatoio e controllate il livello dell'olio. Un imbuto nel serbatoio, forza, mandate le taniche e tutta quella roba. Controllate anche la pressione delle gomme, la pressione delle gomme e le luci dei fari, sforza, scusi, un'altra tanica, dai, scusi. Oh, ma cosa vuole questo? Sira, mi sta rovesciando l'olio sulla testa. Oh, niente, è solo l'olio delle patatine fritte, va bene. Forza, forza, è l'ora di accendere il motore, andiamo, veloce, veloce, il tempo stringe. Dai, mi metta con la marcia e si parte, voilà, voilà, toglietevi. Ma non in
retromarcia, mannaggia la miseria, hai ancora un vestito, un poliziotto. Indietro, no, tu vai avanti, loro indietro. Oh, guarda, poverino, è schiacciato come una fritella belga. Togliti di mezzo, per fortuna, signori, ho qualcosa per rigonfiarlo. Oh, ma togliti di mezzo, lasciami scendere. Ecco la pompa della birra, lasciami scendere. Ecco, allora, lo spillatore belga. Oh. Ecco, noi lo usiamo per la birra, ma va bene anche per l'aria. Dovete metterlo così dentro e pompare, ecco, per soffiare l'aria all'interno del poliziotto. Così, allora, noi andiamo perché abbiamo molta strada da fare. È un record da battere. Ciao! Presto dai, su ragazzi, pompate in ritmo! Si sta svuotando! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aspetta, vediamo se respira. Zitti. Niente, pompate ancora più forte. 6, 7, 8, 9. Aspettate, l'avete troppo gonfiato, ragazzi. Questa era l'esplosione di un poliziotto. Voilà. Alors, on a 5 minutes pour échanger un peu avec vous. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Ah. J'avais entendu dire qu'au Japon, il y avait des concours de Benchi. Est-ce que vous avez pensé faire des choses un peu similaires, peut-être avec des films différents, parce que ça sera un peu pénible de voir toujours le même film, mais d'organiser des spectacles? Alors c'est vrai qu'au Japon, c'est très encadré, hein. C'est comme les benchi ont un statut particulier dans la société, un peu comme les sumo. Il y a une grande tradition. Et il y a effectivement des concours et des compétitions. Moi, je ne suis pas spécialement compétitive, j'aime bien. Mais c'est vrai que, par exemple, cet après-midi, quand on fait une séance avec des enfants, l'idée, c'est de faire participer un peu tout le monde. Bon, voilà, on peut aussi marquer que quelqu'un va gagner un objet, on va faire, voilà, et donc mais une compétition, oui, pourquoi pas. J'ai pas, ça doit peut-être exister, mais je n'ai pas connaissance de compétition. Et moi, bon, pourquoi pas, mais c'est pas forcément mon objectif. Pas la compétition dans le sens d'être le meilleur. Hein, ouais. Après, ce qui serait intéressant, par exemple, c'est de prendre une même scène, comme là, par exemple, cette scène-là qui est quand même géniale. Et de voir comment chacun l'interprète, ça serait intéressant. Parce que vous voyez, bon, moi je fais la blague avec les frites et la pompe à bière, mais peut-être quelqu'un ferait d'autres blagues, peut-être quelqu'un prendrait d'autres accents. Et en tout cas, c'est une scène très rythmique. Il y en a souvent, hein, des scènes comme ça chez Méliès, très rythmiques. Et ce serait intéressant, effectivement, d'avoir peut-être, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8 personnes, et de voir chacune leur interprétation de cette même scène, de voir comment elles arrivent à rentrer dans ce rythme, comment elles arrivent à rendre le rythme, et que chacune travaille de son côté, c'est-à-dire qu'elle ne se contamine pas au départ, et voir après ce qu'il en sort, et peut-être après que le public décide quelle est celle qui est... Mais bon, c'est vrai que la compétition, c'est toujours délicat. Mais c'est vrai que, par exemple, toi, Julie, je pense à La Fée Carabosse, tu as vu quelque chose que moi, je n'avais jamais vu, et pourtant, je connaissais bien le film. À un moment donné, le prince doit escalader une forteresse, et il met son glaive dans sa bouche. Je ne l'avais pas vu. Et c'est par le son, c'est que Julie met son stylo comme ça et dit ça, je vais y arriver. Et donc, ça rend effectivement un effet ultra comique, génialissime. Arrivo, principessa, arrivo, aspettate. Et donc, ça, je n'avais pas remarqué avec le glaive. Là, dans la scène qu'on vient de voir, le personnage qui interpelle le roi, pareil, je n'avais pas prêté attention qu'il allait être, par l'effet domino, faire le gag de verser de l'huile sur le dos du copilote. Et donc Julie donne à voir ce monsieur qui est derrière. Pareil, dans la scène d'ouverture, qui connaît... alors c'est pas Little Peach ou c'est Little Teach qui a été un véritable comique, c'est la personne qui est sur échasse.
qui ressemblaient à des skis comme ça, qui était un des numéros les plus connus des Folies Bergères, qui était un artiste performeur en britannique, qui se souvient encore de lui, peu de gens. Et donc là, voilà, le rôle de l'explicateur et l'explicateuse et la conférencière de film, hein, la bonimenteuse, donne à voir tout ça, et donne à expliquer et faire en sorte que le film soit le plus proche possible. Ça aussi, c'est quelque chose où on se bat, enfin moi, l'endroit où je travaille, on se bat pour effacer l'intemporalité, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vieux film, il n'y a pas, voilà, c'est un film de 1905 peut vous faire rire, peut vous faire parler comme un film qui a été fait hier. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on doit libérer la salle. Puis c'est très actuel, la question des violences policières en même temps. Je pense qu'il y en a beaucoup qui rêveraient de faire exploser un policier. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, ben on vous laisse faire votre festival. Merci beaucoup. Merci. Donc si vous voulez voir ce soir, 19h, Sala Cervi, la séance va être très rigolote parce qu'on va chauffer tout ça avec les enfants et on va faire une chose très sérieuse avec les enfants. Hein. Venez.